Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission ici en direct du Salon de l'Agriculture. On refait le salon. Alors comme chaque soir, effectivement, j'ai sélectionné un certain nombre de personnes qui vont nous présenter soit un temps fort, soit quelque chose qui les a marqués dans le cadre du salon, soit une initiative qu'ils vont pouvoir dévoiler. Alors tout d'abord, Marc Ménessier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste. Vous étiez journaliste au Figaro, parce qu'on se connaît bien. Tu étais d'ailleurs, je te tutoyais. Tu étais journaliste au Figaro. Tu as notamment publié un livre qui s'appelle AZF, l'affaire d'État. Je vous le conseille. Et après, maintenant, tu es à la retraite et tu vas nous parler de... Du trouve-plante. Voilà, du trouve-plante. Hein, ça sera important. Sébastien Neveu, tu n'es pas à la retraite, toi? Non, bonjour. Ouais. Tu es agriculteur à quel endroit? Je suis agriculteur dans Lyon, dans le Tonnerrois. Bon, on aura l'occasion d'en parler. Alain Delangle, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'où? De quelle région? Alors moi je suis de l'Orne, dans le Bocage-Ornay, à l'ouest du département de l'Orne. Et il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous avez une initiative pour cela. Jean-Marie Serroni qui arrive juste au bon moment. Jean-Marie Serroni, agroéconomiste. Voilà, exactement. Voilà. Bonjour. Et Désolé de la course. Juste à vos côtés, donc Louis Desnonains. Vous travaillez en tant que salarié pour la PAD, mais vous allez nous parler des énergies renouvelables en mer. Donc rien à voir. Exactement, j'ai deux casquettes ce soir, mais ça c'est pour les énergies renouvelables. Et la PAD, c'est l'association pour la promotion d'une agriculture durable. Voilà. Donc on met en avant l'agriculture de conservation des sols. Et juste à mes côtés, Vincent Louot. Bonjour Vincent. Eh ben bonjour. Sénateur de... d'Indre-et-Loire. Voilà, exactement. Alors, on va démarrer peut-être par Alain. Alain, vous êtes pour le jumelage. Alors, il y a des villes qui sont jumelées, mais vous, c'est les villages que vous jumelez. Alors moi j'étais paysan, je suis paysan en retraite aujourd'hui, mais je suis toujours en activité sur deux choses principales qui sont la création d'un bio-blanqueur avec Pierre Veille, donc la fusion de ça, et surtout un projet sur lequel je travaille depuis 2016, c'est la réconciliation entre le monde rural et le monde urbain, avec, en voulant faire intervenir les collectivités sur un concept qui est tout bête et qui a existé après-guerre pour réconcilier les peuples, c'est faire des jumelages entre les territoires ruraux et les territoires urbains, quoi. D'accord. En clair, vous jumelez votre village avec qui? Alors, on a une opération pilote. On a jumelé en 2019 Saint-Frimbault, ma commune dans l'Orne, avec Paris 18. Dans le cadre de on a scellé ça dans le cadre de la fête des vendanges en octobre 2019. C'est le grand écart, sans vous vexer. Oui, c'est très symbolique. 600 habitants, 200 000 dans le 18e. Mais on est sur une opération pilote. C'est-à-dire que l'idée, c'est de marquer quelque chose et de montrer finalement pourquoi il faut faire ça. Parce que c'est ça l'intérêt. Et pourquoi? Eh bien, il faut tout simplement pour réconcilier les régions et les territoires, c'est tout simplement éviter tout ce qui se passe en termes politiques aujourd'hui. C'est sans doute éviter le Brexit en Angleterre qui s'est produit parce que les gens des villes ne croyaient pas du tout qu'ils sortiraient de l'Europe et les gens des campagnes ont voté pour ça. C'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est la séquence politique qu'on a vécue en France l'année dernière. Donc moi je crois que c'est une véritable urgence de faire ça parce que tout simplement si on regarde l'histoire, tout doucement les campagnes se sont vidées. Et pendant longtemps, le lien, il a resté par le lien familial. Les gens qui montaient à la ville avaient encore de la famille, mais ça, c'est fini. Donc, avant que les gens de la ville reviennent à la campagne, parce que je suis persuadé que ça va arriver un jour, de gré ou de force, malheureusement, peut-être que ça peut être de force, bien, il est important, dans un contexte apaisé, de faire des partenariats pour travailler sur l'éducation, la coopération économique, mais tout simplement le partage d'événements. Qui réagit? Allez-y, surtout sans vous presser. Réagir. Ouais. Vous savez que c'est mon dada, l'aménagement du territoire, les équilibres urbains-ruraux. On a quand même une politique qui a poussé toute la population vers les villes. Tout l'aménagement, en fait, c'est la métropolisation de la France poussée à l'extrême et où on pousse la culpabilité du méchant rural qui a sa voiture et la caricature, en fait, d'un système de vie. Donc tout ce qui peut favoriser la prise en compte des problèmes de la ruralité, de l'impact, parce qu'on nie pas d'avoir un impact sur les équilibres et du climat, mais même moi en Touraine, j'ai la population qui remonte dans les coins les plus reculés de la Touraine. C'est nouveau pour la première fois, dernier recensement. Donc on voit que les choses sont en train de bouger, l'arrivée de la fibre dans toutes nos campagnes, la 5G partout change l'approche
qui fait que nos écoles qui sont en cours de fermeture, peut-être que demain on arrivera à autre chose que d'être un peu un refuge pour les retraités ou les jeunes retraités, avec un principe d'épatisation de nos campagnes, parce qu'au bout du compte, tout le monde vit de plus en plus vieux et c'est bien, mais on voit aussi que les jeunes ont du mal à rester à la campagne. Vous naissez dans un territoire, vous faites l'université dans une grande ville ou à Paris, et après vous partez travailler aux quatre coins du monde et de la France, et vous ne revenez pas forcément sur vos terres comme autrefois. Et il faut trouver un nouvel équilibre de tout ça. Donc tout ce qui crée du lien est parfait. Jean-Marie? Oui, mais moi je pense que ce que fait Alain, c'est vraiment intéressant parce que le fait de connaître l'autre, dans un sens ou dans l'autre, c'est quand même ça qui apaise et qui prévient les crises. Alors c'est bien rural, urbain. Je me rappelle, il y a très longtemps, j'étais jeune conseiller dans le sud du Loiret, et le président de la communauté de communes me disait, on fait des villages, des classes vertes, mais il faudrait qu'on fasse des classes urbaines pour que nos petits des villages, ils aillent passer une semaine dans Paris ou dans... À la ville. À la ville, voilà. Mais je crois qu'il faudrait... Enfin, il y a aussi un autre élément. Le monde rural n'a jamais été autant peuplé de gens qui ne sont pas des agriculteurs. Et le dialogue agriculteur-rural, non-agriculteur dans une commune, c'est aussi quelque chose à travailler. Parce que c'est pas... Et moi je dis souvent aux agriculteurs, mais en temps de paix, enfin quand vous n'avez pas un projet, etc., faites des portes ouvertes, organisez des apéros, faites venir les gens chez vous. Si vous avez toujours gueulé et le jour où vous voulez faire un poulailler ou un truc, vous étonnez pas, ils vont être contre vous, quoi. Alors que s'ils vous connaissent, ils ont eu l'habitude, ils seront bienveillants. Donc là, aujourd'hui, vous avez fait un jumelage avec Paris. Qu'est-ce que vous souhaitez aller plus loin? Comment? Alors moi, je suis venu au salon pour faire du lobbying et pour chercher des gens convaincus qui vont porter ce projet-là aussi avec nous, parce que aujourd'hui, il y a une association qui est créée, il n'y a même pas un salarié à l'association, mais il y a eu beaucoup de choses de faites avec peu de moyens, mais moi aujourd'hui, j'alerte par rapport à ce qui se passe, parce que en ayant travaillé là-dessus pendant des années, la séquence politique qu'on a vécue l'année dernière et tout ça, m'inquiète vraiment. Et ce que je veux dire aujourd'hui aux politiques, c'est que là, on a vécu une séquence politique. Le risque demain, c'est peut-être de retrouver les rayons vides dans les villes. Parce que derrière, c'est la souveraineté alimentaire qui est en jeu, quoi. Et donc, sans reconnexion, on aura du mal à nourrir, je suis persuadé, les villes demain. Sébastien, on change de sujet. Très belle initiative, en tout cas, je trouve très intéressante. Sébastien, toi, tu es agriculteur, céréalier dans Lyon. Tu faisais quoi comme rotation? Du colza, du blé et de l'orge. Voilà. Ça, c'était il y a 5 ans. Ça, c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est un révolutionnaire du carbone. C'est-à-dire que... Eh bien, en fait, on est en démarche carbone depuis 4 ans. Et outre le fait d'être rémunéré pour le stockage du carbone, ça nous aide aussi à comprendre quels sont les grands volumes, quelles sont les cultures qui vont nous aider à stocker du carbone, quelles sont les cultures qui sont plutôt... qui nécessitent beaucoup d'intrants riches en carbone, ou qui vont générer beaucoup de CO2. Voilà. Et aujourd'hui, tu refuses de faire du blé. Alors, j'ai intitulé mon article Le poids d'un poste. On va se faire des amis, là, je crois. Si je réduisais ma production de blé. Voilà, effectivement. Tout ça, c'est venu quand on avait fait le Power Boost Roadshow, où on s'était intéressé à la compétitivité, à notre compétitivité agriculteur français, pour produire du blé dans le contexte international dans lequel on est. Et en fait, les solutions que tout le monde propose, les uns, c'est d'être encore plus compétitif, c'est-à-dire de maîtriser ses intrants, d'aller chercher des meilleurs prix de vente. Pour les autres, c'est d'avoir une réglementation qui soit plus open pour qu'on puisse utiliser toutes les solutions possibles pour être compétitif. Et puis moi, à un moment donné, j'ai dit pourquoi je ne réduirais pas ma production de blé, sachant que la façon dont on le produit aujourd'hui, pour moi, elle implique une forte consommation de CO2, parce qu'il faut d'abord de l'ammonitrate pour produire du blé. Et puis, on a des critères techniques qui nous imposent de consommer des engrais azotés, donc de générer du CO2 à travers les taux de protéines. Et donc, du coup, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe si les agriculteurs arrêtent de produire du blé? Parce qu'en fait, on ne gagne plus d'argent en produisant du blé, donc il faut quand même que ce soit entendu. Et puis, le deuxième point, c'est que si on a une lecture de notre production par rapport au CO2, eh bien, est-ce qu'on doit encore avoir des critères technologiques sur le blé
qui est très dépendant du PS, du poids spécifique, et du taux de protéines, sachant que le taux de protéines, eh bien, on pourrait, en travaillant un peu plus les farines chez le boulanger, eh bien, avoir des pains qui ont les mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui, mais il faudrait que le boulanger travaille plus la farine. Donc ma question, c'est, on fait quelle balance entre le temps de travail du boulanger et la consommation d'engrais et l'impact CO2 que ça a. Voilà. Voilà. Vincent, Écoutez, qui est céréalier. pour un céréalier, et c'est vrai que l'acte de production est important, les agriculteurs, on sort quand même d'une époque où on commence à la sortie de la guerre, où il faut reconnecter la production parce que la France mourrait de faim. Mais il est très intéressant de chercher, de trouver des pistes, et c'est ça qui est génial avec l'agriculture, avec le principe d'innovation. C'est que vous voyez, on innove, on cherche, on approche, on bute sur plein de difficultés. Produire de l'engrais demain, moi je suis sur France 2030, je suis représentant de France 2030. Fabriquer de l'engrais différemment, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, on a des startups qui captent l'engrais avec de l'électricité produite par des éoliennes et qui captent l'engrais dans le ciel et qui font de l'engrais. Donc on a plein de solutions. La piste du carbone est une solution. Donc on voit que tout ça, c'est bouillonnant. Et moi, je suis plutôt fier de faire partie d'une profession qui se bouge dans un contexte où il faut répondre aux enjeux et il faut être aussi là pour nourrir la population et participer au bien-être de la vie de nos gamins qui grandissent et être fiers de notre ruralité et de tout ce qui tourne autour de chercheurs qui sont extrêmement performants en France. On a la meilleure recherche en France et très souvent, quand ils aboutissent pas, ils partent à l'étranger. Donc il faut les retenir, il faut les aider et il faut continuer à être fiers. Et ce salon, c'est ça en fait. C'est ça quand vous parlez à l'APAD, quand vous allez à l'INRA, quand vous allez dans beaucoup de stands, on parle d'innovation. Et ça, c'est beau. Donc Vincent, vous avez fait le lien avec l'éolien, mais en particulier avec Louis Denaudin, qui est cinéaste à ses temps perdus, je sais pas, à ses heures perdues. Et notamment, vous êtes parti montrer les parcs éoliens en mer. Pourquoi ? Alors, on s'est retrouvés à 4 autour d'un projet et on avait besoin d'une thématique en lien avec un voyage qui se dessinait autour de l'Europe. Et il y a un enjeu. En fait, on a été confronté un jour à un parc éolien qui s'appelle le parc éolien de Saint-Nazaire, qui est un parc tout récent, sachant qu'il y a d'autres parcs qui ont commencé à voir le jour, avec Saint-Brieuc, l'île de Noirmoutier, pardon. Et donc, on a creusé et on s'est rendu compte que ce qu'on était en train de voir émerger était que le début d'une grande émergence sur les côtes françaises, enfin d'une potentielle grande émergence sur les côtes françaises. Et on connaît tous un peu ce qui s'est passé au niveau de l'éolien terrestre. Et on s'est dit, mais comment ça va se passer s'il y a un tel développement de l'éolien en mer ? Et donc, on a décidé de prendre un bateau, parce qu'on parlait bien de force éolienne. Donc, ça avait du sens d'utiliser la force du vent pour se déplacer. On a pris un bateau, on est parti dans les mers européennes, voir tous les pays, sachant qu'il y a des pays en Europe qui sont pionniers de cette énergie, je pense notamment au Danemark. Et on a été voir tous les acteurs, les politiques, les scientifiques, les gens du terrain qui vivent face à ces champs éoliens, tous les acteurs qu'on pouvait voir pour leur poser la question, leur demander leur avis et faire un film en fait qui serait une boîte à outils permettant aux gens naïfs comme on l'était au départ sur ce sujet de pouvoir le découvrir et de pouvoir se faire un peu plus une idée de ce que va être ces enjeux de développement énergétique en mer. Et la véritable originalité de ce film, c'est qu'il n'est pas militant. Il se veut, je viens de le dire, boîte à outils. Donc en fait, on va pas... Vous n'êtes pas contre l'éolien en mer ? Exactement, on n'était ni l'un ni l'autre en partant. En arrivant, forcément, on s'est fait une idée. Après, c'est pas ce qu'on va essayer de partager forcément dans le film, dans l'immédiat. Nous, le film, la force du film, c'est qu'il se veut ludique, didactique pour quelqu'un qui ne le connaît pas. On l'a agrémenté de toute une partie aventure pour essayer de rendre le sujet un peu plus sympa. Et surtout, en fait, on associe toujours la projection du film à un ciné-débat. Et c'est ça qui est essentiel pour nous derrière, c'est de pouvoir engager le débat à la suite de ce film pour faire discuter, pour échanger et pour approfondir un peu ces thématiques. Oui. Typiquement, c'est génial. En plus, il vient de mon territoire, donc je suis hyper fier d'eux. Je vais vous dire une chose. J'ai parlé de France 2030. Je fais un rapport sur l'énergie décarbonée. Et aujourd'hui, on parle de l'éolien flottant.
parce que c'est le sujet, en fait, on s'est aperçu que les parcs qui étaient trop proches de nos côtes dénaturent nos côtes, donc posent un problème. On a auditionné tout un tas de monde sur l'éolien flottant, mais on parle d'éoliennes de nouvelle génération qui font 350 mètres de haut. Vous imaginez des hautes pales qui sont hauts comme la Tour Eiffel. On parle de machines qui sont tellement puissantes que pour les raccorder, la boîte de raccordement coûte 2 milliards d'euros pour 1 gigawatt, la moitié d'une centrale nucléaire. Donc est-ce qu'il faut continuer dans le délire collectif de ces machines qui ne restent qu'intermittentes, même si elles augmentent leur production au proche de 50% grâce à la nouvelle technologie de la pale? Vous savez, il faut passer par le courant continu pour ramener de 100 km l'électricité sur Terre. Le condenseur qui va convertir l'électricité fait 50 mètres de haut. Il ne peut pas être posé à moins de 50 mètres en mer parce qu'il faut qu'il touche le sol, sachant que quand vous êtes à 100 mètres des côtes en France, vous avez une falaise. Contrairement au plateau au Danemark où vous avez la mer qui fait à 30 mètres de profondeur où vous pouvez planter une éolienne dans le sol, et que rien que pour planter les pieux qui vont retenir les éoliennes flottantes, il n'y a que 2 bateaux dans le monde qui peuvent le faire. Et ces 2 bateaux, ils sont pris pour les 5 prochaines années et ils coûtent 500 000 € de la demi-journée. On est parti dans un délire qui, si demain on veut choisir entre peut-être augmenter nos efforts sur la défense parce que le contexte mondial est différent, il va falloir savoir faire des économies et revenir sur des choses qui sont beaucoup plus réalistes. Encore une fois, la technologie du câble qui va ramener l'électricité sur Terre n'existe encore pas. On n'arrive pas à construire un câble qui bouge en mer pour un câble qui a ce diamètre-là. Donc vous voyez, il faut aussi qu'on reste tempéré et qu'on soit fier d'une chose qui marche aussi énormément, mais il y a aussi des fausses bonnes solutions. Au Danemark, ça marche super bien parce qu'ils sont sur un plateau. Ils avaient un schéma économique qui marchait bien avec des machines qui vont mettre à jour, qui vont toujours marcher. Est-ce qu'il faut mettre autant de milliards sur des parcs éoliens en très haute mer? J'en suis pas forcément convaincu. Et Louis, il en pense Si quoi? je peux me permettre, je rajouterai. Alors voilà, chacun. C'était un complément très complet, très intéressant. Nous, c'était vraiment important qu'on donne la dimension européenne parce qu'en fait, les énergies en Europe, on peut se les partager, quoi. En fait, cette interconnexion entre les pays, elle a du sens. Le Danemark, aujourd'hui, ils sont en train de déposer un projet de 10 gigawatts. Donc 10 gigawatts, ça pourrait alimenter 10 millions de personnes. Ils sont que 6 millions au Danemark, donc ils vont être excédentaires. Du coup, ils peuvent fournir en fait un excédent d'électricité. On prend la Norvège qu'on avait été voir aussi, eux, ils marchent beaucoup à l'hydroélectricité. En fait, chacun a ses forces et ses faiblesses, et c'est une cohésion peut-être européenne à avoir pour produire le plus proprement possible. C'est vrai que l'éolien, il a quand même la force de pouvoir se répandre et s'installer très vite, à la différence par exemple du nucléaire qu'on a en France. Donc après, voilà, c'est des échéances. Et ce qui était intéressant, nous, c'est ce qu'on a essayé de montrer en tout cas, c'est cette cohérence entre les pays européens. Est-ce qu'ils discutaient? Est-ce qu'il y avait une discussion entre eux? Est-ce qu'il y avait une coordination? Sachant que les objectifs là dont on parle, c'est des objectifs européens. L'Europe a défini un objectif de 42,5% d'énergie qui serait d'origine renouvelable pour 2050. Donc c'est des objectifs européens. Est-ce qu'on peut y arriver ensemble en tant que pays européen? Ça marche bien pour le film. Alors le film, il a commencé à tourner dans les cinémas le 31 janvier. Aujourd'hui, on le passe donc principalement dans les cinémas, aussi dans les écoles. Il y a tout un travail de pédagogie derrière. Et donc, on aimerait le porter le plus loin possible, le plus haut possible, le faire diffuser le plus largement possible. Et donc, voilà, on est à même de rechercher de l'aide aussi pour diffuser ce documentaire le plus largement C'est possible. au bon endroit, là, je pense. Donc, très bien. Autre question, Marc Ménessier. Le trouve-plante, c'est quoi le trouve-plante? Le trouve-plante, Ça on marche. m'entend bien. Le trouve-plante, monsieur parlait du lien entre le monde rural et le monde citadin. Mon site va dans ce sens, dans la mesure où vous savez que les citadins ont de plus en plus de jardiniers. Il y a 15 millions de jardiniers en France, si on compte les gens qui ont un petit balcon, une terrasse. Donc ça fait beaucoup de monde. Et beaucoup de gens qui sont déconnectés aussi de la production. Et mon site donc met en relation les gens qui cherchent une plante avec les pépinières qui la produisent près de chez eux. D'accord, donc n'importe quelle plante dont je connais le nom, je dois pouvoir trouver si elle est distribuée quelque part dans la base de données. N'importe laquelle, non, parce que le monde végétal est d'une telle diversité. On estime qu'il y a 400 000 espèces végétales
dans le monde, dont 100 000 qu'on n'a pas encore découvert l'existence, et sans compter les variétés. On est face à des millions de possibilités. Donc moi, j'ai 76 000 variétés de plantes sur ma base de données. Oui, c'est beaucoup, c'est vrai. Ça rassemble les catalogues de 250 pépinières que je mets à jour tous les ans. Et donc, quand vous cherchez une plante, alors une plante des fois un peu rare, parce que souvent on va dans les jardineries, dans le commerce, mais on n'a pas une gamme très vaste. Et là, ça permet vraiment, vous rentrez le nom de la plante, vous cherchez le nom de votre ville, et vous trouvez les professionnels, les producteurs, qui multiplient eux-mêmes leurs plantes, qui les bichonnent, qui font en sorte que ces plantes vont bien pousser, vont bien reprendre. Parce que la difficulté souvent, c'est qu'on achète des plantes qui ont été poussées dans des mauvaises conditions ou qui sont importées de très loin, donc sur le plan carbone, c'est pas non plus formidable. Et donc c'est des plantes qui vont pousser près de chez soi, qui sont donc bien adaptées au sol et au climat de sa région. Et surtout, on est face à un professionnel qui va pouvoir vous donner du conseil. C'est-à-dire une plante, elle ne pousse pas partout, ne pousse pas dans n'importe quel sol, sous n'importe quel climat, sous n'importe quelle exposition. Tantôt, il y a des plantes qui ont besoin d'ombre, de soleil. Donc le pépiniériste, il va vous conseiller que si vous achetez tout seul, vous allez prendre, je ne sais pas, un rhododendron par exemple, et vous allez le mettre dans un terrain calcaire. Vous êtes à peu près sûr qu'il ne poussera jamais. Non, mais il y a ce genre de scénario se produit. Je le vois tous les jours, parce que je participe aussi à des événements moins grands que le salon agricole, qui s'appellent des fêtes des plantes, ces grandes expositions de plantes où les pépiniéristes viennent proposer leur production. Et donc, moi j'ai un stand et j'aiguille les gens vers les pépinières qui produisent les plantes qu'ils recherchent. Et là, je vois souvent des gens qui ont plein de bonne volonté, mais qui ne connaissent pas les rudiments du jardin, parce qu'ils n'ont pas eu un grand-père ou une grand-mère qui leur a appris comment ça marche, une plante, comment ça fonctionne. Et c'est vrai que le contact avec un professionnel, un producteur qui connaît les plantes, c'est fondamental. Et donc moi, j'essaye, avec mon site, de faire le lien entre ces deux mondes. Voilà, pour résumer. Bon. Et bravo en tout cas. Et pour finir, Jean-Marie Serroni, ce salon-là, on l'attendait sous tension. On avait dit attention, le salon, il risque d'avoir des tensions, ça va être compliqué. Puis au final, tout se passe bien, il y a plutôt une forme de bienveillance, il y a zéro manif dans les allées, tout va bien. Sauf qu'on a peut-être propulsé une image auprès du grand public et au fait de faire venir en fait des jeunes dans l'agriculture qui est super négative parce qu'il va falloir remonter la pente. Et moi je me demande, et c'est le titre de l'émission, est-ce que l'agriculture n'est pas en dépression chronique? C'est-à-dire... Justement, je voyais... Enfin, pardon, je t'ai coupé, finis ta question. Non, oui. non, mais c'est ça, Ouais. c'est la question. Je voyais là ce titre, l'agriculteur est-elle en dépression chronique? Quand on vous entend. Et alors, j'allais dire de manière un peu provocatrice, est-ce que, et ça m'arrive personnellement, est-ce que parce que je grogne, je suis en dépression? Non. Non. Hein? Et voilà. Donc, et on sent, moi je ne suis pas sûr que l'agriculture française soit en dépression chronique. Et j'ai vécu là à l'instant, tout à l'heure, un moment, j'ai trouvé assez curieux. Tout à l'heure, on a fait une émission ensemble, tu m'as demandé de pousser un coup de gueule, là c'est plutôt un coup de joie. Et c'est bien sur l'aspect non dépressif. J'ai participé à une table ronde avec le commissaire européen, qui n'est pas resté longtemps, mais on n'a pas pu vraiment discuter avec lui. Il a vite été remplacé par la directrice de la stratégie, la Catherine. Mais en fait, moi, je n'avais pas vu ça depuis longtemps. Il y avait le président, Dominique, le président de la coopération agricole, le secrétaire général... Dominique Chargé, pardon, oui. Et le secrétaire général des JA. Et puis moi, au titre de l'académie, plutôt en regard extérieur. Et mes deux collègues, là, en fait, ils ont dit clairement qu'ils étaient d'accord avec les orientations proposées par la commission agricole, la direction de l'agriculture de Bruxelles. Moi, je n'avais pas entendu ça depuis longtemps. C'est l'union sacrée, quelque voilà. part. Sauf que ils sont d'accord, mais c'est des incantations très générales. Après, quand on va rentrer dans le dur, des pépettes, le dur, des aides, et j'ai souligné, la commission, elle dit il faut mieux cibler. Donc quand tu cibles mieux, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont plus.
J'ai posé la question, elle n'a pas répondu. Mais voilà. Et moi j'étais aussi d'accord avec. Parce que finalement, la Commission, elle dit dans son enfin, la feuille de route, le truc qu'ils ont publié la semaine dernière, c'est une ode à la production, à la productivité, voilà. Mais en même temps, c'est l'objectif de neutralité carbone en 2050 reste le même. Et donc, ils ne parlent pas de grands objectifs d'environnement, mais ils disent il faut qu'on utilise les NBT, il faut qu'on utilise la sélection génomique, il faut qu'on facilite le biocontrôle, qu'on accélère l'innovation. En gros, ils n'emploient pas les mots d'innovation, les mots d'environnement, mais ils donnent tous les moyens pour qu'on soit plus efficace sur la question de l'environnement. Donc tu es plutôt rassuré. Je suis plutôt rassuré, mais encore c'est des incantations. Alors on sait bien que la politique, j'en ai fait un peu, c'est quand même, excusez-moi monsieur le sénateur, c'est quand même beaucoup des incantations dans un premier temps, mais quand on ne sait pas où on va, c'est pire. Donc là, ils donnent des directions et après il faut passer dans le concret. Et c'est là qu'on va grogner, je pense. Vincent, au-delà des incantations. Je l'ai vu hier soir, je peux vous dire que ce n'est pas des incantations. C'est quand vous voyez la différence entre deux personnalités politiques, deux commissaires européens à l'agriculture qui sont le jour et la nuit, vous dites « ouf, il était temps ». Quand vous avez un commissaire européen qui remet à l'ordre du jour l'acte de production, qui remet une ambition sur l'agriculture, alors que les autres étaient spectateurs et étaient des décroissants en puissance, moi je suis très heureux pour ça. Il y a une réalité de notre agriculture, il y a un schéma économique. Tu es agroéconomiste, il faut de l'économie, et il faut de la performance sur l'environnement, il faut de la performance sur l'économie. La transmission de nos fermes se fera que pour une seule raison, qu'elle soit rentable, bien évidemment, mais il faudra une intensification énorme sur la protection de l'environnement. Mais on va réussir à faire tout ça. L'avantage, c'est que pour une fois, on avait un commissaire et une ministre de l'Agriculture qui étaient complètement en symbiose. Alors pour une fois, vous imaginez, moi le petit sénateur, et je déteste dire ça, le sénateur de ce pays, je suis hyper heureux, je suis fier d'avoir des élus européens parce que les agriculteurs n'ont pas peur de l'Europe, ils veulent une Europe qui soit juste, ils veulent une Europe qui comprenne aussi la réalité de leurs difficultés. Là on s'approche et on touche du doigt quelque chose qui me plaît beaucoup plus qu'avant. Alors, on est parfaitement en face tous les deux là-dessus. Ouais, mais tout dernier point, c'est quoi cette PPL de Pascal de Laurent La Duplon. PPL, Laurent Duplon. Non, je ne parle pas de Laurent Duplon. Je dis le fait qu'on s'était tous mis d'accord sur l'agrivoltaïsme, sauf qu'il y a un député de la Vienne, donc pas très loin de chez vous, qui dit attention, on remet tout à plat, on va faire une PPL donc pour modifier notamment la puissance de l'agrivoltaïsme, le fait des différentes zones qui vont être concernées. On a un sujet avec les énergies décarbonées. Mon rapport qui sortira fin mars, début avril, parlera que de ça parce qu'on a un gros problème sur les enjeux et sur la masse financière qu'il faut injecter. Et vous savez, quand on dit qu'on va mettre 100 milliards dans les réseaux d'RTE et 100 milliards dans les réseaux d'Enedis, il faut quand même réfléchir avant d'injecter dans la seringue une volonté politique qui entraînera des conséquences sur nos enfants énormes. Donc, les PPL servent à faire des propositions, à réfléchir, projet de loi, proposition de loi, projet de loi c'est le gouvernement, proposition de loi vont participer au débat, mais le débat, ce qui manque dans ce pays, c'est quelqu'un, et ça c'est le rôle du président de la République et du Premier ministre, d'établir une stratégie, une feuille de route pour les 50 prochaines années. Un EPR, ça fait, tu l'as très bien dit, ça met 15 ans pour être monté. Heureusement, on a une chance énorme, c'est que nos centrales nucléaires sont passées de 50 ans à 60 ans et vont pouvoir durer jusqu'à 80 ans parce que la cuve, par miracle scientifique, contrôlée, dure plus longtemps. Parce que vous pouvez tout changer sur une centrale nucléaire sauf la cuve. La cuve peut durer plus longtemps. On a cette chance qui nous donne 20 à 30 ans pour s'adapter et boucler enfin le cycle du combustible nucléaire, parce qu'on a 300 000 tonnes de déchets, qui nous permettront de sortir de la dépendance à l'uranium. Donc voilà, la feuille de route, elle est en train de s'éclaircir. Il va falloir prendre des décisions qui vont être dures, parce que quand on va rétro-pédaler sur l'hydrogène, parce que nous ne sommes pas prêts techniquement à produire de l'hydrogène, qui coûtera toujours 2,5 fois plus cher que n'importe quelle autre énergie. Imaginez quel industriel va utiliser de l'hydrogène qui coûtera 2,5 fois plus cher que n'importe quelle autre énergie. Évidemment, vous comprenez que c'est compliqué. ArcelorMittal vient de mettre fin à son projet sur l'hydrogène. Airbus vient d'abandonner son projet sur l'hydrogène. Donc aujourd'hui, on doit réadapter la structure de nos investissements d'avenir. Et c'est ça tout l'enjeu de demain. On a besoin d'avoir des politiques qui font de la stratégie et qui donnent une feuille de route pour les
40 On prochaines pourrait en années. débattre toute la soirée, mais on est arrivé au terme de cette Parfaitement. émission. Messieurs, merci beaucoup et félicitations pour vos initiatives. Merci aussi. Et merci à toi. Et puis, merci. Et merci à vous Merci tous. Jean-Paul. Merci.